Bonjour à tous, merci aux archives départementales de la Vienne de leur invitation pour clore ce cycle de conférences thématiques en résonance avec le Père Fleury. Et en préambule, je tenais à apporter un hommage ce soir justement à Jacques Sigaud qui nous a quittés trop tôt, qui nous a quittés au mois d'août 2024, sans lequel je ne serai pas devant vous ce soir et sans lequel le projet de mémorial qui est en cours de construction à Montreuil-Bellay n'aurait pas vu le jour de cette manière-là, puisque Jacques, aux côtés d'autres acteurs dont je parlerai tout à l'heure sur comment le lieu a été révélé et comment il est devenu mémorialisé. Sans lui, rien de tout ça n'existerait aujourd'hui. Et c'est une grande perte pour moi. Je parle peu de moi, mais là, c'est une grande perte pour moi qui ai marché dans ses pas depuis 2005. Et c'est lui qui m'a donné aussi ce virus de m'attacher à cette histoire, de poursuivre en tout cas la recherche sur l'histoire des internés de Montreuil-Bellay. Donc voilà, donc j'ai une pensée émue pour lui ce soir qui ne peut pas être bien évidemment à nos côtés. Le camp d'internement de Montreuil-Bellay, il est situé sur une étroite bande de terre distante de 3 km environ du bourg de Montreuil-Bellay, prise entre une zone industrielle, aujourd'hui une ligne de chemin de fer, et un axe routier majeur, puisque c'est l'axe Poitiers-Angers, et où se révèlent discrètement, pour le promeneur, les quelques vestiges que vous voyez à l'écran. On est sur ce qui fut le principal camp d'internement de nomades en zone occupée en France. Il ne reste de ces traces que ces quelques emmarchements que vous voyez sur la partie supérieure de la photo, les fondations du principal bâtiment en bas à gauche et ce qui est nommé le Niouf par les internés, c'est-à-dire la cave voûtée d'une ancienne ferme transformée en prison pendant l'usage d'internement de ce site. Le camp de Montreuil, son histoire est passée sous silence depuis son démantèlement à partir de 1946-1947. Et son histoire est révélée qu'à l'aune des années 1980, et c'est là qu'intervient l'important travail qu'a fait Jacques Sigaud et l'engagement aussi de son éditrice, Madame Mingot. Vous avez toujours publié ces ouvrages. Si ma mémoire est bonne, il y a 3 ou 4 éditions, puisqu'il les a enrichis petit à petit au gré de ses recherches. Et la première a été publiée en 1983. Jacques, instituteur dans une commune limitrophe de Montreuil-Bellay, n'est pas historien de formation, mais il fait œuvre d'histoire et il fait œuvre d'historien pour parler de ces vestiges qui restent complètement énigmatiques et dont la population locale ne lui permet pas, en tout cas, d'assouvir sa curiosité immédiate. Et donc, il va s'appuyer sur les archives départementales qui ne sont pas encore ouvertes. Il avait ce talent de découvreur et donc il va avoir accès aux archives qui ne sont pas encore librement communicables. Il va aussi être en contact petit à petit avec les anciens internés eux-mêmes. Je citerai 2 noms ce soir dont les noms vont résonner tout au long de mon intervention. Celui de Jean Richard, dont 16 membres de la famille ont été internés à Montreuil-Bellay, qui fait partie des premiers témoins que Jacques a rencontrés et qui aujourd'hui poursuit la mission de faire connaître l'histoire de l'internement des nomades, puisque encore cet après-midi, il était avec mon équipe sur le site pour faire découvrir cette histoire à des jeunes élèves. Et puis, je citerai ton père, Tony, Jean-Louis Bauer, qui est un autre pilier aussi pour faire connaître cette histoire, aux côtés de Jacques pour la question de Montreuil-Bellay, mais Jean-Louis Bauer a une action bien au-delà du périmètre de Montreuil-Bellay, puisque sa mémoire est très présente à Poitiers et pour cause, mais aussi à Jargeau, et il a été l'un des rares dans les années 80 à prendre la parole médiatiquement au nom des victimes de l'internement pour faire connaître cette histoire. Et donc Jacques va être le premier non seulement à identifier l'usage de ce site, mais va être aussi le premier à le connecter à un ensemble de petits camps qui étaient présents sur tout l'ouest de la France et qui étaient complètement ignorés jusque-là, puisque les traces
comme pour votre histoire à Poitiers avec le camp de la route de Limoges, les traces furent effacées. La recherche universitaire, elle, de son côté, ne commence à s'intéresser à cette question qu'à partir des années 90. Trois noms, Henriette Asseo, mais plus précisément sur l'histoire de l'internement, Denis Péchanski et Marie-Christine Hubert, qui encore aujourd'hui est la seule à avoir une thèse de doctorat sur l'histoire de l'internement des nomades. Nous sommes en 1997. Donc, depuis 1997, il faut attendre les années 2010 pour qu'il y ait une résurgence des travaux universitaires sur l'histoire de l'internement des nomades et de façon plus large sur les persécutions dont ont été victimes ces populations, de l'assignation à résidence, l'internement, la déportation, mais aussi les conséquences de l'internement, et on y reviendra tout à l'heure. Différents chercheurs se sont emparés de ces thématiques. Je pense à Ilsen About, que les archives ont reçu à l'automne dernier. Je pense à Théophile Leroy, qui finalise sa thèse sur l'Alsace et la Moselle. Je pense aussi à Adèle Sutre, etc., etc. Il y a un mouvement depuis 2010 qui est en route sur ce thème. Et mon attachement à Montreuil-Bellay, outre la rencontre extraordinaire avec Jacques et le fait que Thouars soit situé à 15 km du camp d'internement de Montreuil-Bellay, c'est un événement majeur dans la mémoire des victimes de l'internement. C'est la commémoration nationale qui s'est tenue sur ce site le 29 octobre 2016, sous le haut patronage de François Hollande, au cours de laquelle, pour la première fois, la France a reconnu sa responsabilité dans les souffrances subies. Donc c'est un moment indispensable et essentiel qui a permis de reconnaître une partie des souffrances. Vous le verrez aussi, il y a encore à faire pour que les réparations soient entières pour les victimes et pour leurs descendants. Et pour préparer cet événement national, on s'est aperçu que la liste nominative des internés de Montreuil-Bellay n'existait pas. C'est pas grave. Le travail le plus important, c'était la consignation des témoignages, ce qu'a remarquablement fait Jacques en ayant les témoignages des victimes, en ayant les témoignages aussi des gardiens, et donc à nous d'établir la liste. Depuis 2016, on peut affirmer qu'il y a eu près de 2000 hommes, femmes et enfants qui ont été internés entre novembre 1941 et janvier 1945. Vous le voyez, hein, le site de Montreuil-Bellay ferme pour les nomades le 16 janvier 1945, soit à quelques jours près il y a 80 ans. Et il représente un tiers des nomades français internés en France, puisque les estimations font état d'environ 6500 personnes internées en France au titre de l'internement des nomades. Montreuil-Bellay, comment naît ce camp? Et pourquoi avoir choisi ce lieu? Ce lieu est choisi parce qu'il existe des infrastructures existantes. Au cours de l'année 41, les autorités allemandes réorganisent les camps d'internement avec pour objectif d'éviter la cohabitation de différentes catégories d'internés dans un même lieu. L'administration française, quant à elle, y voit un intérêt, c'est limiter les dépenses de fonctionnement de l'internement. Et donc, une myriade de camps qui avaient été créés dans l'urgence de l'automne 1940, c'est-à-dire au moment où les autorités allemandes promulguent l'ordre d'interner les Zigeuner, le 4 octobre 1940, bon nombre de préfets vont, dans l'urgence, créer des lieux de rassemblement qui s'apparentent dans leur fonction à des camps dans les départements de l'ouest de la France. Petit à petit, ces camps vont fermer les uns après les autres au profit d'un transfert des internés dans des camps plus vastes à vocation régionale. Et c'est dans ce contexte-là que Montreuil-Bellay ouvre ses portes le 8 novembre 1941. Et il ouvre ses portes parce qu'il y a des infrastructures existantes. La photo aérienne que vous avez à l'écran, qui est issue des campagnes de photographie aérienne de l'IGN en 1945, qui nous permet d'avoir une représentation de ce qu'était cet ensemble,
L'entièreté des bâtiments était déjà existant le 8 novembre 1941. C'est en fait un ancien atelier de chargement de poudre, et plus précisément la cité B de cet atelier qui s'étendait sur une superficie d'environ 50 hectares au total, donc la cité d'une partie des ouvriers. Et vous avez sur la partie, alors je pense que le pointeur de ma souris, si vous l'avez à l'écran, donc les vestiges que vous avez vus tout à l'heure se situent sur cet ensemble-là. Ici, sur cette parcelle-là. Vous avez toujours aujourd'hui cette petite route communale qui scinde en deux le camp. Et vous avez sur cet ensemble-là des baraques en bois type Faro dans lequel logeaient les ouvriers qui étaient à la construction de cet atelier de chargement de poudre. Cet ensemble-là, à l'automne 1941, quand décision est prise de choisir le site de Montreuil-Bellay, a subi d'ultimes transformations. Il est outillé de miradors et de clôtures, puisque l'occupant, dès l'été 1940, a réquisitionné le site pour le transformer en camp de prisonniers de guerre civile. Alors on a l'habitude d'usage d'appeler cette première période de quelques mois de front de stalag. On n'est pas sur un front de stalag complètement parce que ce ne sont pas que des soldats qui sont internés ici. Il y a aussi beaucoup de civils du Commonwealth qui sont internés sur ce territoire. Donc les infrastructures sont quasiment prêtes pour l'administration française pour recevoir les internés de l'ouest de la France. Ce site fait une superficie d'environ 5 hectares. Les internés, dans un premier temps, seront logés dans les 17 baraques en bois de type Faro. C'est sur cet espace, avec sur cet espace-là les bureaux de l'administration civile du camp. Il y avait une double tutelle à Montreuil-Bellay, une tutelle militaire et une tutelle civile, une administration civile. L'administration militaire, elle, c'est-à-dire la gendarmerie qui surveillait les internés, accompagnés dans cette mission par des gardiens civils, était hébergée dans cet espace de ce côté-ci. Et vous avez ici le Newf, donc la cave de la prison voûtée. L'entrée du camp se faisait par... L'entrée principale était ici. L'ombre que vous voyez là était le poste de contrôle d'entrée du site. Qui sont les internés de Montreuil ? Les internés de Montreuil-Bellay, vous avez sous les yeux une carte qui met en évidence les mouvements d'internés entre 1940 et, j'insiste pour la chronologie, 1946. Pour Montreuil-Bellay, qui ouvre ses portes en novembre 1941, vous le voyez, ce sont les transferts des flèches jaunes et vertes. Donc ce sont tous les camps de l'ouest de la France, du nord-ouest de la France, avec plus au sud Mérignac qui est transféré à Poitiers, les camps de Bretagne, et à partir de 1942 et 1943, les camps un peu plus de l'intérieur, Mulsanne, Coudrecieux, Linas-Montlhéry, et en 1943, une histoire qui rejoint votre territoire, le transfert des internés nomades qui étaient internés au camp de la route de Limoges à Poitiers, qui sont transférés en décembre 1943 à Montreuil-Bellay. Donc on le voit, le site de Montreuil-Bellay est vraiment la centralité en zone occupée de l'internement des populations désignées nomades selon l'article 3 de la loi du 16 juillet 1912 sur laquelle s'appuient les autorités françaises pour arrêter et interner les populations. Ces internés, ils sont majoritairement non pas arrêtés en Maine-et-Loire, mais internés dans les départements limitrophes, voire très lointains du Maine-et-Loire. Et ça s'explique par le fait que Montreuil-Bellay soit constitué d'une population issue de transferts successifs. À 90%, les internés de Montreuil-Bellay ont été arrêtés à l'automne 1940, c'est-à-dire dans les premiers jours et les premières semaines de la promulgation de l'ordre allemand. À 95%, ce sont des citoyens français
qui sont arrêtés. Et c'est un internement familial. Du coup, pour procéder aux arrestations, c'est ce que je vous disais, il y a une double logique qui se superpose dans le geste d'arrestation. Il y a la logique allemande qui est une logique de persécution raciale. L'ordre allemand, c'est l'internement des Zigeuner, peu importe qu'il soit sédentaire, peu importe qu'il soit itinérant. La traduction de l'administration française de cet ordre d'internement est de se référer à l'article 3 de la loi du 16 juillet 1912 qui crée cette catégorie administrative nomade et qui dit ceci: sont réputés nomades pour l'application de la présente loi, quelle que soit leur nationalité, tout individu circulant en France sans domicile fixe ni résidence fixe et ne rentrant dans aucune catégorie citée précédemment, même s'ils ont des ressources ou prétendent exercer une profession. Les deux autres catégories administratives qui sont créées par cette loi sont les marchands ambulants et les forains. La circulaire d'application du 3 octobre 1913 de cette loi dit ceci: pour définir la catégorie administrative nomade, les nomades sont généralement des roulotiers n'ayant ni domicile, ni résidence, ni patrie, la plupart vagabonds, présentant le caractère ethnique particulier aux romanichels, bohémiens, tziganes, gitanos, qui, sous l'apparence d'une profession problématique, traînent le long des routes sans souci des règles de l'hygiène ni des prescriptions légales. Ils exercent ou prétendent exercer un métier. Donc, ce que vise l'administration française, c'est la mobilité des populations, l'itinérance, mais on voit bien qu'en creux, il y a un caractère ethnique dans la promulgation de cette loi. Et de ce fait, les populations qui tombent sous le coup de l'article 3, je vous cherche la bonne photo, voilà, l'article 3 de la loi du 16 juillet se voit dans l'obligation stricte de posséder un carnet anthropométrique individuel pour à partir de 13 ans et un carnet collectif que devait posséder le patriarche, la personne qui était responsable du groupe familial. Là, vous avez sous les yeux deux carnets anthropométriques qui sont conservés aux archives départementales des Deux-Sèvres. Donc vous voyez comment c'est fait, hein, photo de face et profil. L'état civil, toutes les mentions physiques pouvant permettre de reconnaître l'individu, donc toutes ces mensurations, mais aussi des marques physiques qui pourraient permettre son identification et les empreintes des 10 doigts de la main. Cette méthode, c'est la méthode du bertillonnage. C'est une méthode policière. On utilise une méthode policière pour identifier, contrôler, surveiller une population que l'on a désignée criminogène. Donc, pour arrêter ces populations, la gendarmerie française s'appuie sur ces documents, sur ces listes, et va procéder à l'arrestation des populations. À Montreuil-Bellay, pour les 3/4 des internés, ce sont des populations qui entrent dans cette catégorie administrative de nomades, qui sont détentrices d'un carnet anthropométrique. 1/4 d'entre elles sont des forains. Donc c'est l'article 2 de la loi du 16 juillet 1912. Pourquoi à Montreuil-Bellay, ce qui n'est pas le cas dans d'autres camps, nous sommes en présence aussi d'une grande quantité de forains internés familialement. Parce que la plupart d'entre eux ont été arrêtés sur la côte atlantique, internés à Darnétal, transférés à Linas, ou arrêtés en Bretagne, là où les événements de guerre les ont stoppés. Et le littoral est une zone militaire stratégique. Le conflit est en cours. Cette bande maritime deviendra interdite par les autorités allemandes. Donc dans cette bande maritime, ce qui frappe, c'est la logique allemande qui presse l'administration française d'arrêter tout individu
de type Romani, donc les Zigeuner, quelle que soit leur catégorie administrative du point de vue de l'administration française. Donc on a à Montreuil-Bellay une très très grande diversité de parcours de familles. Je vais en présenter 3 de façon très succincte et très rapide pour vous montrer les différentes persécutions qu'ont subies ces familles. Je vais commencer par une famille dont l'un de ses représentants est dans la salle, c'est la famille de Jean-Louis Bauer. La famille de Jean-Louis Bauer est principalement implantée dans le sud-ouest de la France, dans la région de Bordeaux. Tous les enfants, dont Jean-Louis, qui était adolescent pendant la guerre, sont nés dans la région bordelaise. Et ils tombent, comme tous les nomades de France, avant-guerre, à partir d'avril 1940, sous le coup du dernier décret-loi promulgué par Albert Lebrun, dernier président de la Troisième République, qui ordonne l'assignation à résidence des nomades pendant toute la durée des hostilités. Pourquoi la Troisième République prend-elle cette mesure? Elle prend cette mesure dans la continuité de décrets militaires qui sont pris dès octobre 1939 au nom de la sécurité nationale. En octobre 1939, les autorités militaires prennent différents arrêtés qui interdisent la circulation dans une vingtaine de départements de l'ouest de la France et qui interdisent le stationnement aux nomades et aux forains en Indre-et-Loire et en Maine-et-Loire, au nom de la sécurité nationale. Les départements de l'ouest de la France, il y a une explication, il y en a plusieurs, mais il y en a au moins une, c'est en fait la zone de repli du gouvernement s'il devait quitter Paris. Donc les militaires visent les nomades et les forains au titre de la sécurité nationale, parce que la mobilité fait qu'il y a une croyance qui affirme, alors même que les hommes sont citoyens français de ces familles mobilisables, et pour une grande partie d'entre eux mobilisés sur le front, comme n'importe quel citoyen français, qu'ils seraient des espions en puissance, puisqu'une partie maîtrise la langue allemande et qu'ils ont des facilités de déplacement. L'assignation à résidence qui est promulguée, elle, par Albert Lebrun, ne vise que les nomades. C'est-à-dire qu'à partir d'avril 1940, aucun nomade de France ne peut poursuivre sa circulation. Il est assigné à résidence dans une commune désignée par la préfecture départementale. Dans tous les départements, il y a des zones qui sont identifiées comme étant les communes d'assignation à résidence. C'est ce qui se passe pour la famille de Jean-Louis Bauer. Ils sont assignés à résidence à Langoiron, à proximité de Bordeaux. Quand l'ordre d'internement est promulgué, ils sont en zone occupée, ils sont arrêtés avec d'autres familles, transférés immédiatement à Mérignac, avec de nombreuses autres familles, et les internés de Mérignac vont être majoritairement transférés à Poitiers dès décembre 1940. Une minorité va être transférée près de Tours. La famille de Jean-Louis sera à Poitiers et va suivre le parcours Poitiers, puis pour la famille de Jean-Louis, sauf son père, le transfert à Montreuil-Bellay. Sauf son père, puisque le père de Jean-Louis sera désigné parmi la centaine d'hommes pris dans le camp d'internement de Poitiers au titre de l'opération Merschaum, donc une opération qui s'inscrit dans le cadre des répressions et de la fourniture de main-d'œuvre à l'univers concentrationnaire, et sera déporté en Allemagne, dont il ne reviendra pas. Une autre famille, famille Tourangelle, la famille Duville. Famille Duville qui circule principalement dans la Sarthe et en Touraine. Elle vit de la vente de chevaux et de la vannerie. Quand la guerre est déclarée,
elle est implantée dans la Sarthe. Puis, dans son itinérance, elle rejoint la Vendée où elle a des attaches, où elle est assignée à résidence. Elle sera arrêtée, là encore, au lendemain de la promulgation de l'ordre allemand d'internement des Zigeuner. Elle est internée dans un petit camp en Vendée, Montcirègne, qui va avoir une durée de vie très courte, quelques semaines. Les internés de Montcirègne vont être transférés à Bousset, dans les Deux-Sèvres, qui était un autre petit camp, qui aura une durée de vie, lui aussi, de quelques semaines. Avant d'être transférée, elle, non pas à Poitiers, comme une partie des internés des Deux-Sèvres, mais à la Morellerie en Touraine. Et enfin, quand la Morellerie va fermer ses portes, va être transférée à Montreuil-Bellay. Cette famille, à la différence de la famille de Jean-Louis Bauer, qui de Montreuil-Bellay va ensuite être transférée à Jargeau, à la fermeture du camp de Montreuil-Bellay, d'où elle ne sera libérée qu'en septembre 1945, la famille Duville va être libérée du camp d'internement de Montreuil-Bellay. Elle sera libérée le 8 mai 1942. Il y a des familles qui seront libérées, d'autres non. Dans tous les camps d'internement de nomades, il y a des possibilités de libération. À Montreuil-Bellay, sur environ 2000 internés, il y aura un peu plus de 1000 libérations pendant la durée de fonctionnement du camp. Mais être libéré du camp de Montreuil-Bellay ne signifie pas recouvrer sa liberté. Ça signifie que vous êtes sorti du camp, mais vous tombez toujours sur le coup de l'assignation à résidence qui, elle, est toujours en vigueur. C'est-à-dire que les personnes doivent s'implanter dans une commune, validée par les autorités administratives françaises et allemandes, et doivent se présenter régulièrement à la gendarmerie pour attester de leur présence sur leur lieu d'assignation à résidence. Autre exemple de parcours familial, autre situation, la famille Delage. La famille Delage, c'est une famille qui est originaire du nord de la France. Elle est foraine, elle circule principalement dans la région de Rouen, où les enfants du père de famille sont nés, et qui décident de fuir vers l'ouest de la France en raison des événements de guerre. Ils fuient tout simplement l'avancée des combats et s'implantent dans la Sarthe, à Saint-Pavas. En novembre 1941, ils sont forains, ils ont le carnet forain, donc ils ne sont pas soumis à l'assignation à résidence. En novembre 1941, le préfet de la Sarthe reçoit 7 lettres de dénonciation d'une partie des habitants de la commune de Saint-Pavas qui demandent l'internement de la famille Delage qui est nommément désignée indésirable. La préfecture s'exécute, la famille est internée à Coudrecieux, dans la Sarthe. Quand Coudrecieux ferme ses portes, elle est transférée à Mulsanne. Quand Mulsanne, qui a une durée de vie de 4 mois, ferme ses portes, elle est transférée à Montreuil-Bellay. La famille Delage sera libérée de Montreuil-Bellay le 27 mars 1943. Avec ces 3 parcours familiaux, vous avez une représentativité des parcours de l'ensemble des familles internées à Montreuil-Bellay. Les familles, bien évidemment, vont tenter d'échapper à l'internement. Et elles vont mettre en place différentes stratégies pour soit éviter un retour dans l'internement une fois qu'elles ont été libérées, soit éviter un premier internement. Elles vont, pour ça, parfois décider de louer une bâtisse, de louer une grange, bref, d'arrêter l'itinérance et de se fixer, et de se dire on ne bouge plus, donc on ne sera pas arrêté. Ça va fonctionner pour une partie des familles, ça ne fonctionnera pas pour toutes les familles, vous venez de le voir. Ce qu'il faut comprendre aussi, à la lumière des internés de Montreuil-Bellay, c'est que
une grande proportion des internés ont un périmètre de circulation qui est limité. Parmi les stéréotypes que la population pouvait avoir sur ces familles, c'était le grand voyageur, le mythe qu'il n'y a pas d'ancrage, qu'il n'y a pas de racines, et que c'est des familles qui traversent la France, qui traversent l'Europe. Ça existe, il y a des parcours familiaux. Vous avez reçu Adèle Sutre dans le cadre de ces cycles de conférences. C'était entre autres les travaux d'Adèle. Il y a des familles qui ont un parcours d'itinérance transfrontalier ou transrégional. Mais quand on regarde les familles internées à Montreuil, ce sont des microcosmes départementaux ou régionaux, le voyage. C'est la circulation d'un département à l'autre, au gré des circulations liées à des activités économiques et liées à des activités familiales. Un mariage, le retour dans la commune où les ancêtres sont inhumés. On n'est pas sur des grands voyageurs. On est sur des périmètres géographiques interdépartementaux ou interrégionaux. Et Montreuil-Bellay nous montre aussi que les familles sont principalement ancrées. Elles sont arrachées à leurs origines géographiques. La sphère bordelaise, la sphère bretonne, la sphère Pays de la Loire, Sarthe et la sphère normande. Il n'y aura quasiment pas d'entrée individuelle à Montreuil-Bellay entre 1941 et 1945. Plus des 3/4 des internés le sont par les transferts successifs. Il n'y aura pas d'entrée isolée au gré d'arrestation. Il va y en avoir quelques-unes qui ont toutes pour point commun soit être le fruit d'une dénonciation, soit être le fruit d'un mandat de recherche parce que la famille s'est déjà évadée d'un autre camp. Nous avons 2 familles notamment qui se sont évadées du camp de Rivesaltes dans le sud de la France et repris d'évasion vont être internés à Montreuil-Bellay. Et on s'aperçoit aussi qu'en fonction des départements, le rôle des préfets est prépondérant dans la sévérité d'internement ou dans la sévérité de refus de libération. Les préfets de la Sarthe, les préfets de la Loire-Inférieure ou de Touraine, à la lumière des internés de Montreuil-Bellay, sont particulièrement sévères sur les promulgations d'arrêtés d'internement et sur les refus d'accueil de familles qui demandent leur libération de Montreuil-Bellay. Comment vit-on à Montreuil-Bellay ? La plupart des photos que vous allez découvrir, ce sont des photos qui sont aujourd'hui conservées par les sœurs missionnaires franciscaines de Marie, qui ont fait le choix de vivre au contact des internés pendant toute la durée de fonctionnement du camp. Elles avaient un rôle d'accompagnement. On dirait aujourd'hui, l'administration parle de service social du camp. Donc un rôle d'aide auprès des enfants, notamment, et des plus jeunes, mais aussi un rôle d'évangélisation des familles. Je fais cette précision parce que du coup, le regard du photographe est partial. Là, vous avez l'entrée principale du camp en 1942-43. Donc le poste que je vous ai montré sur la vue aérienne tout à l'heure est hors champ de la photo. Là, vous avez le poste secondaire et la porte d'entrée principale. Petite précision, là encore, c'est aussi pour vous montrer l'importance du travail réalisé par Jacques. Ce n'est pas moi qui ai identifié ces photos dans le fond des sœurs, c'est Jacques qui les a trouvées. Je me tourne vers Madame Mingot, de mémoire c'est 2010 à peu près, 2009, 2010. Exactement, voilà. Donc une recherche, une découverte récente, en fait, quand on la met en regard du début de ces travaux. Qui lui ont fait connaître, oui. Donc, les caractéristiques de vie à Montreuil-Bellay. La faim, le froid, la promiscuité,
la surpopulation et le manque d'hygiène. Voilà, en quelques mots, résumé, ce que vont subir les familles. Quand elles arrivent à Montreuil-Bellay, vous l'avez compris, elles sont déjà dans le processus d'internement depuis quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Elles ont subi 1, 2, 3, 4, 5. Il y a au moins une famille qui a subi 6 camps parmi les familles internées à Montreuil-Bellay. Quand elles arrivent à Montreuil-Bellay, il faut imaginer qu'elles ont tout laissé derrière elles. Soit la roulotte a été emmenée dans le premier camp, où elle est restée, où elle est disparue. C'est par exemple une partie de l'histoire des internés du camp d'internement de la route de Limoges. Soit elle est restée là où la famille était stationnée. Et au mieux, les familles ont pu emmener avec elles quelques effets personnels quand la roulotte n'est pas avec eux, quelques vêtements, quelques bijoux, quelques souvenirs personnels, quelques couvertures, et ça s'arrête là. De maigres biens qui, de transfert en transfert, bien évidemment, s'amenuisent. Le camp de Montreuil-Bellay, cette particularité, si vous y êtes déjà allé, vous le savez, sinon je vous invite à le découvrir, dans un paysage de lande qui est balayé par le froid et le vent l'hiver et qui l'été, est un site où le ressenti en chaleur est plus élevé qu'ailleurs parce qu'il n'y a aucune protection. Il est à nu. Donc, ces excès climatiques, les internés qui sont mal vêtus et mal chaussés, les subissent de plein fouet. Je vous le disais tout à l'heure, ils sont internés dans les baraques en bois de l'armée type Faro. Les conditions climatiques sont terribles dans ces baraques. Ils ne sont pas protégés du vent, il n'y a pas d'ombrage, les baraques ne sont pas faites, bien évidemment, pour recevoir des cellules familiales. Ils sont 35 à 40 en moyenne et ça fluctue en fonction des effectifs du camp. L'effectif maximal du camp simultanément atteindra environ 1100 personnes en août 1942, au moment du transfert des internés de Mulsanne. On passe de 300 internés environ à 1100 internés en 24 heures. L'administration, bien qu'elle ait eu l'information dans des délais très courts d'arrivée d'internés de Mulsanne, pour autant, n'a pas pu réagir. Et il ne faut pas perdre de vue que dans un contexte plus général, nous sommes dans une situation de rationnement et de pénurie. Donc, une fluctuation des populations dans les baraques où, bien évidemment, il n'y a pas de poêle et encore moins de bois de chauffage pour l'hiver. Une des anecdotes qui est donnée par les enfants qui étaient internés à Montreuil-Bellay, c'est de dire il n'y a qu'à l'école qu'on était bien, puisqu'il y avait une école à Montreuil-Bellay dont l'instruction était donnée par des enseignants désignés par les autorités académiques, parce que c'était le seul endroit avec la chapelle où il y avait un poêle et il y avait du bois de chauffage. La pénurie alimentaire. Là, vous avez une vue du principal vestige que je vous montrais en ouverture de conférence. Devant, donc à gauche, ce qui était le magasin de vivres sur le papier. Au centre, l'accès aux cuisines. Et ce bâtiment se prolonge en symétrie du magasin de vivres, donc sur ce côté-ci, par un réfectoire. La pénurie alimentaire est terrible à Montreuil-Bellay. Elle est terrible parce que ses causes sont multifactorielles. En premier lieu, l'incompétence des cuisiniers et le manque de scrupules des cuisiniers, ce qui vaudra un certain nombre de rapports de l'inspection à ce titre. Le fait que les denrées soient contingentées selon le principe du rationnement et que les denrées non contingentées sont très complexes à obtenir. Les quantités manquent et le menu hebdomadaire est souvent constitué que de légumes, rutabaga et autres légumes.
Seuls les enfants auront un sort amélioré par l'appui de la Croix-Rouge, par l'appui d'appel aux dons de la Croix-Rouge de Saumur à la population locale et par l'appui des sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Là, vous avez cette photo où vous voyez les enfants de moins de 12-13 ans qui attendent devant les sœurs la distribution de biscuits caséinés qu'elles leur donnait à peu près toutes les semaines, tous les 15 jours, ça dépendait des arrivages. Donc la sous-alimentation et la malnutrition sont communes. À cela, il faut ajouter le manque de couverture et regardez cette photo, regardez les pieds des internés. Qu'ils soient adultes ou enfants, il n'y a pas de chaussures. Il y a une pénurie de chaussures très forte en France. On le sait, pour tous ceux qui ont pu travailler sur l'enfance ou sur l'école, même l'école, il y avait des absences en raison du manque de chaussures. Dans les camps, c'est pareil, on manque des chaussures. Ils vont être pieds nus quasiment pendant toute la durée de leur internement. Et quand il y a des livraisons de sabots, qui sont rares, mais elles existent, comme il n'y a pas de boîte de chauffage, les sabots sont utilisés évidemment pour faire du feu, pour se réchauffer. L'étuve pour la désinfection n'arrivera à Montreuil-Bellay que grâce au soutien de la Croix-Rouge. Les sanitaires sont réduits à des feuillets. Les lavabos sont réduits à des arrivées d'eau qui sont positionnés dans le camp à la vue de tous. Et il n'y a que de l'eau froide. Et ils n'ont pas d'ustensiles pour transporter l'eau de ces points d'arrivée d'eau vers les baraques. Et il n'y a pas de chaudière. Le service de santé, lui, est limité à 2 infirmières et un médecin qui sont présents sous forme de vacation. La mortalité à Montreuil-Bellay est d'environ 6%. Quand on analyse ces décès, on s'aperçoit que ce sont avant tout des personnes âgées, des corps qui sont déjà carencés avant leur arrivée, des corps qui sont déjà malades, qui sont une conséquence des internements précédents à leur arrivée à Montreuil-Bellay, ou alors de très très jeunes enfants. Pour le quotidien, 3 mots: travail, évangélisation, scolarisation. À Montreuil-Bellay, comme dans le camp d'internement de Poitiers, il y avait une école, il y avait une chapelle. L'objectif ayant été pour l'administration française, pour reprendre la terminologie utilisée par Marie-Christine Hubert, de socialiser les populations pour les transformer en populations acceptables, désirées par l'État, sédentaires et chrétienne, catholique. Le travail était... Donc voici, une photo de la chapelle, du camp, en 1944. C'est un réemploi des bâtiments. Et le travail, lui, était très restreint à Montreuil-Bellay. Quand on regarde le camp des Alliés près d'Angoulême, quand on regarde le camp de Poitiers, on s'aperçoit que les internés pouvaient obtenir les autorisations de sortie du camp pour travailler à la condition qu'ils rentrent le soir. À Montreuil-Bellay, c'est strictement interdit. L'administration le refuse catégoriquement malgré les demandes d'agriculteurs locaux ou d'industriels locaux, arguant que c'était pour préserver la sécurité et limiter les risques d'évasion. Donc le travail à Montreuil-Bellay se réduit pour les internés pendant quelques mois à un travail qui existait déjà dans le milieu carcéral. Ce sont ces industriels qui s'implantent dans les prisons pour que les prisonniers travaillent. C'était dans toutes les maisons d'arrêt comme ça. Là, c'est une entreprise, les ateliers Belon, entreprise de fabrication de filets, qui ont l'habitude de s'implanter dans les prisons, qui s'implantent à l'intérieur du camp pour qu'il y ait des filets de camouflage de fabriqués par les internés. Cette activité ne durera que quelques mois quand on reprend toute la chronologie du travail des filets, soit par manque de matières premières, soit par dysfonctionnement. L'autre travail, c'est celui qui est réquisitionné par l'occupant.
Et en l'occurrence, c'est la centaine d'hommes qui, pendant quelques mois, sera réquisitionné pour faire des travaux de terrassement sur le terrain d'aviation de Terrefort, près de Saumur. Et donc les hommes, tous les jours, et les adolescents partiront travailler à Saumur contre une indemnité vraisemblablement journalière. En dehors de ces deux cas précis, et ça rejoint ce qui est exprimé dans les témoignages, c'est l'attente, il n'y avait rien à faire, la lassitude. Et les témoignages sont nombreux dans ce sens-là. Sortir du camp, vous l'avez compris, c'est quasiment donc impossible, sauf à obtenir une permission qui peuvent être données de façon rarissime à Montreuil-Bellay, ou alors c'est l'évasion. L'évasion est là encore très rare à Montreuil-Bellay. La surveillance est telle et les opportunités de sortie temporaire des internés tellement limitées que les évasions se réduisent à quelques dizaines pendant toute la période du camp, sauf à l'été 1944, quand le site est au centre des bombardements ferroviaires entre Thouars et Saumur et la gare de Montreuil-Bellay. Donc il y a des bombes qui vont tomber à proximité des infrastructures du camp d'internement. Il y a une internée notamment qui perdra la vie à cause de ces internements. Donc les bombardements ou les alertes de bombardement créent des mouvements de panique très importants dans le camp. Et là, il y a des évasions massives. Les infrastructures sont très endommagées et l'administration décide de transférer les internés pendant quelques semaines dans un autre complexe qui est situé à quelques centaines de mètres du camp principal, dans un autre complexe de l'atelier de chargement de poudre, complexe qui n'est pas clos d'une enceinte de barbelés. Et l'autre opportunité, c'est se rendre libérable. Alors, on pourrait penser que se rendre libérable est quasiment impossible compte tenu des conditions. Les conditions étaient nombreuses. Il fallait avoir un rapport positif du directeur du camp. Il fallait prouver d'un travail fixe et qui permette d'assumer les besoins de sa famille. Il fallait trouver un logement, il fallait avoir l'accord du maire de la commune dans laquelle on souhaitait s'installer et il fallait avoir l'accord du préfet et l'accord des autorités d'occupation. Il y a eu 1100 internés libérés mais soumis à assignation à résidence du camp de Montreuil-Bellay. Les 3/4 de ces libérations sont accordées avant 1943. Pour de nombreuses familles, la libération est une première étape pour pouvoir reprendre le voyage et retrouver ses attaches familiales. Vous l'avez compris, une grande partie des internés n'ont pas leurs origines géographiques dans le Maine-et-Loire, mais bien plus loin. Donc la première étape, c'est de sortir du camp. Une fois qu'on est sorti du camp, c'est de faire en sorte de pouvoir retrouver ses attaches familiales. C'est ce qui va se passer pour les familles belges qui sont arrêtées en Normandie, transférées à Linas-Montlhéry, Linas-Montlhéry, Mulsanne, Mulsanne, Montreuil-Bellay. Ils sont libérés de Montreuil-Bellay. Ils décident de regagner le nord de la France, le Pas-de-Calais et le nord. Eux reviennent en zone rattachée, qui est directement rattachée non pas au gouvernement militaire allemand de Paris, mais de Bruxelles. Ils tombent, eux, sous le coup du décret promulgué par Himmler, le décret Auschwitz, qui ordonne la déportation à partir de 1942 des Zigeuner. Eux seront déportés à Auschwitz-Birkenau par le convoi Z de janvier 1944. Les camps ferment. Le camp de Montreuil-Bellay ferme aux nomades. Il ouvre pour les internés civils suspectés de collaboration qui étaient préalablement internés au Struthof, près de Strasbourg. Les nomades ne sont pas libérés. Il n'y en a que 172 de libérés. Il y en a 350 environ qui sont transférés à Jargeau et une minorité qui est transférée aux Alliés près d'Angoulême. Le dernier nomade libéré le sera d'Angoulême en juin 1946, quand le décret loi
d'assignation à résidence promulgué en avril 1940 sera levé, décret qui avait cours pendant toute la durée des hostilités. Les familles ont tout perdu. Les familles ont tout perdu quand elles sont sorties de Montreuil-Bellay, mais quand elles sont sorties de n'importe quel autre camp. Je me permets, Tony, de citer ton père. Quand on est sorti des camps, on n'avait pas de secours. Alors ma pauvre mère, elle a pris son baluchon et à pied de Jargeau en plein hiver, sur la route. Avec mes deux petits frères, on n'avait pas un sou. Rien du tout. Jargeau, c'est dans le Loiret, au nord d'Orléans. La famille de Jean-Louis rejoint Neuville-du-Poitou, où plusieurs autres familles poitevines internées comme eux se sont implantées. Ils sont revenus à pied. Elles ont perdu tous leurs biens. Et non seulement elles ont perdu tous leurs biens, mais elles ont vécu avec la peur de se faire ramasser à nouveau. Et pour seul horizon, pour un grand nombre de familles, après la levée de l'assignation à résidence, c'est la sédentarisation contrainte. L'outil de travail a disparu, les cirques ont disparu, les maquignons ont perdu leurs chevaux, les ferrailleurs ont perdu leur outil de production, les forgerons ambulants ont perdu leurs forges ambulantes, les cinémas ambulants ont disparu, ils ont tout perdu. On a un exemple d'une famille qui était propriétaire d'un petit cinéma ambulant et d'un petit cirque. Le père de famille a fini sa vie au lendemain de l'ouverture des camps comme balayeur pour une collectivité dans la commune dans laquelle il a été contraint de se sédentariser pour essayer de subvenir aux besoins de sa famille. Ils ont tout perdu, mais ils sont aussi dans la quête de l'absent. Ils sont dans la quête de l'absence, ce père ou ce mari ou ce fils qui est prisonnier de guerre en Allemagne depuis octobre 1940. Ils sont dans la quête de l'absent, ce père, ce fils, ce mari qui fait partie de la centaine d'hommes désignés dans le camp d'internement de Poitiers, déportés à Sachsenhausen ou à Buchenwald, où bon nombre périront, ou parmi ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont été arrêtés dans le nord de la France, zone rattachée, qui, eux, pour une très très grande partie, périssent dans l'univers concentrationnaire nazi, à savoir Auschwitz-Birkenau. Certains prisonniers de guerre seront libérés avant, parmi les internés de Montreuil, parmi les familles des internés de Montreuil, certains hommes prisonniers de guerre en Allemagne seront libérés avant que les leurs internés en France soient libérés des camps d'internement. Pour la collectivité de Montreuil-Bellay, il était très important de s'inscrire dans la continuité de l'œuvre mémorielle et historique initiée par Jacques Sigaud, Jean Richard et Jean-Louis Bauer. Vous avez sous les yeux la photo de la pose de la première stèle à Montreuil-Bellay, qui est en France la seconde. Les 3 premières stèles ont été posées à l'initiative de Jean-Louis Bauer ici, qui avait 16 ans quand il a été libéré de Jargeau. Poitiers a été inauguré en 1985, je ne m'étends pas. Vous avez une très belle exposition à côté qui vous explique son histoire. Jacques Sigaud est ici, à la droite du préfet. Nous sommes en 1988. Et cette stèle a été très compliquée à poser. Nous sommes sur un terrain privé. Le camp a été démantelé par les autorités administratives. Les baraques en bois de l'armée ont été vendues, ce qui explique qu'il n'y ait plus de traces. La volonté, ce n'est pas de cacher les traces, c'est que les matériaux ont été revendus. Ce qui a sauvé les vestiges, c'est le fait que nous soyez sur une parcelle à faible valeur ajoutée agricole, donc c'était une terre de pâture. On est sur un terrain privé. Grâce au travail mené par Jacques, le propriétaire du terrain accepte la pose de cette stèle. Le texte a été contraint par les pouvoirs publics français de l'époque, qui refusent que soient nommées les responsabilités. Il faut l'inscrire dans son contexte, on est en 1988, bien avant le discours de Jacques Chirac reconnaissant la responsabilité de la France dans la Shoah. Et il faut attendre 2010 pour que le site devienne, pour 1,5 hectare, en accord avec
le collectif qui s'est constitué autour de Jacques Sigaud et de Jean-Louis Bauer, désormais constitué en association loi 1901 pour protéger le site qui était menacé par des aménagements industriels et des aménagements routiers, pour que 1,5 hectare soit acquis par la ville de Montreuil-Bellay pour sauver les principaux vestiges. Dans le même temps, Jacques avait porté avec l'association Les Amis pour la mémoire du camp de Zigan qui avait été créée, l'inscription du site à l'inventaire des monuments historiques, ce qui sera fait en 2010. Donc vous voyez la combinaison d'initiatives individuelles, d'initiatives privées, avec le temps des collectivités locales et des pouvoirs publics d'État. Et donc en 2010, il y a la combinaison des 3 éléments, les volontés individuelles, la volonté de la ville de Montreuil-Bellay et la volonté de l'État, en cette année 2010 si particulière qui avait été déclarée année mémorielle pour le 70e anniversaire de la promulgation de l'assignation à résidence, mais aussi de l'ordre d'internement. Donc, partout en France, il y a eu de nombreuses manifestations culturelles, scientifiques, historiques pour faire connaître cette histoire. 2012-2013, le site est classé au monument historique. C'est le seul site en France qui est classé au titre de l'internement des nomades. 2016, j'en ai parlé sur la commémoration nationale, au cours de laquelle a été dévoilée cette œuvre qui a été choisie par les associations siégeant au sein de la Commission nationale consultative des gens du voyage et des pouvoirs publics, donc œuvre Instant nomade d'Armel Benoît. Et à partir de ce moment-là, en tant que directrice du Centre régional Résistance et Liberté, ayant été opérateur culturel pédagogique de la ville de Montreuil-Bellay pour la préparation de l'exposition et aux côtés de Jacques qui s'est investi aussi pour cette commémoration en nous aidant à concevoir la première exposition temporaire dédiée à l'histoire de Montreuil-Bellay présentée dans une institution culturelle. J'avais la certitude que ce site méritait bien autre chose que ce qu'il n'était à l'époque. À la faveur de tout ce qui s'était passé avant, on a réussi à ce que la ville s'engage dans une réflexion de fond sur comment valoriser ce lieu majeur pour la mémoire des victimes de l'internement des nomades. Ça a demandé 5 ans, 6 ans en raison du Covid, entre autres, et le temps que les élus aussi mûrissent leurs réflexions. Et depuis le 2022, décision a été prise par le conseil municipal de mettre en œuvre un mémorial sur la partie disparue du site, cette partie ici. Donc la ville a racheté une partie de la parcelle ici, sur laquelle il y a un ancien bâtiment agricole qui va être réhabilité, et ça deviendra le premier mémorial avec exposition permanente dédiée à la compréhension de l'histoire de l'internement des nomades en France. Ouverture à horizon 2026-2027. Et pour mener ce travail, on a fait le choix avec la ville de Montreuil-Bellay et les Amis pour la mémoire du camp de Zigan, donc l'association qui est aujourd'hui... excusez-moi, l'association dans laquelle s'investit Jean Richard, de mener un travail de co-construction avec les descendants des victimes et avec les représentants d'associations. Donc il y a un groupe de travail qui est un conseil scientifique composé d'historiens, il y a un groupe de travail qui s'appelle un groupe mémoire qui réunit une dizaine d'associations mais aussi des individus qui, dans leur histoire personnelle, sont directement touchés par l'internement des nomades. Et ces 2 groupes ont construit ensemble le discours de la future exposition. Là, on rentre dans une phase aujourd'hui de construction. Donc, il m'est difficile de vous dévoiler des photos puisque les architectes et les scénographes vont être en train de travailler sur cette histoire. En attendant, le site est toujours la
vous avez une photo de Jacques. On est en 2017, là, lors de l'inauguration de l'exposition qu'on avait créée avec lui pour la commémoration nationale, qui mêlait photos contemporaines du site et histoire, et en parallèle, les visites guidées du site avec Jean Richard, que vous voyez ici, et les activités aussi que l'on mène dans nos murs pour aider les élèves à déconstruire la mémoire collective qui se transmet de génération en génération et tenter de lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui nourrissent l'antiziganisme qui est encore très présent aujourd'hui. Je vous remercie.